Oui, moi je voulais intervenir sur la question. Donc vous parliez de- du projet de fusion et de mutualisation. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est qu'aujourd'hui, alors pour le cas de Lyon et de la Corse, il y a eu des textes de prix, mais qui sont précisément, qui portent précisément sur ces collectivités. Mais aujourd'hui, les textes législatifs et réglementaires généraux ne nous permettent pas de faire ce qu'on veut. Enfin, quand je dis nous, je pense aux collectivités, hein. C'est-à-dire que nous dépendons aujourd'hui d'un texte qui s'appelle le Code du patrimoine, hein, et qui est extrêmement cadrant et strict pour ce qui est de l'organisation des pratiques professionnelles et notamment, par exemple, des mutualisations. Donc Olivier soulignait tout à l'heure qu'il est possible de mutualiser la gestion des archives électroniques. Alors, je dirais de manière assez paradoxale quand même, parce que voilà, la caractéristique numérique, c'est qu'on peut quand même justement travailler sur les accès, avoir voilà. Mais bon. Et en revanche, pour le papier, c'est pas possible, hein. Donc, il y a deux départements qui sont en situation illégale aujourd'hui. C'est l'Isère et c'est les Hautes-Alpes, voilà, hein, qui ont décidé de mutualiser leur stockage et qui se sont de ce fait placés en situation illégale. Ce que nous envisageons de faire avec Olivier aussi, puisque voilà, nous avons bien sûr des problèmes de stockage, mais et pas que de stockage, hein, je dirais que c'est sur les moyens de manière générale. Mais aujourd'hui, si une collectivité veut présenter un projet de mutualisation, de moyens, d'équipement, etc., elle ne peut pas le faire. Pour ce qui concerne les archives, les textes ne le permettent pas. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est sortir de ce texte qui s'appelle le Code du patrimoine, qui porte un nom quand même qui est pas... Hein, voilà, le Code du patrimoine, c'est pas très excitant pour un projet politique. Donc, sortir de ce texte-là, parce qu'on n'est pas que du patrimoine, hein, bien sûr on l'est, mais on fait d'autres choses, et permettre aux collectivités de présenter des projets originaux, quitte ensuite à les refuser si ça ne fonctionne pas, mais au moins de laisser une plus grande souplesse aux collectivités pour présenter leurs projets. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec Olivier, hein, qui consiste vous avez prononcé le terme coopération. On est en mode coopération parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas rentrer dans le pays, dans l'établissement public interdépartemental dont j'ai parlé parce que le Code du patrimoine ne le permet pas. On ne peut pas mutualiser le stockage parce que le Code du patrimoine ne le permet pas, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que là, il faut que l'État prenne conscience que si il veut avoir des propositions faites par les collectivités, il faut, au-delà de la fusion pure et simple, qui, comme l'a dit Olivier, pour les Hauts-de-Seine et les Yvelines, aujourd'hui, se heurte à une fin de non-recevoir, hein, mais qui, je dirais, la fusion, le projet présente toutes les caractéristiques normalement pour être accepté. Mais comme c'est un projet politique, c'est pas reçu. Voilà, donc je pense qu'il faut revenir sur ces textes qui permettraient une plus grande souplesse dans l'exercice de nos pratiques. Moi, je voudrais peut-être revenir sur une vision vraiment nationale des choses. Bien évidemment, les expériences du Rhône, Rhône et métropole, les expériences des Yvelines et des Hauts-de-Seine, celles de l'Isère et des Hautes-Alpes, sont tout à fait intéressantes et il faut qu'on y soit très attentif. Enfin, il faut qu'on soit vraiment très attentif à leur évolution, à leur succès, hein, que je souhaite. Mais il faut quand même bien réaliser que sur quasiment 100 départements français, il y en a, on va dire, 65 qui ne sont ni chefs-lieux de région, ni anciens chefs-lieux de région, hein, qui ne sont non plus pas des collectivités territoriales au sens de la Corse ou des collectivités d'outre-mer, mais qui sont, je dirais, des simples départements qui sont assis depuis 200 ans sur le même territoire, avec une même administration d'État qui a bien évidemment prodigieusement dégonflé, hein, par rapport à ce qu'on a connu auparavant, avec des compétences qui, elles aussi, ont été un peu réduites, mais qui n'en restent pas moins, ces départements, des collectivités avec des moyens qui sont notables, je dirais. Alors des moyens et des ambitions qui sont
elles aussi tout à fait notables. Aujourd'hui, tout à l'heure Christine disait, aucun projet ne se fera qui ne sera pas politique et porté par une collectivité. Aujourd'hui, les départements, et notamment par la voie de leur association des départements de France, ce sont des collectivités vivantes qui croient en leurs projets politiques, qui croient en leur utilité en matière de solidarité humaine, solidarité territoriale, compétence que leur a d'ailleurs confiée la loi, et qui, contrairement à, je crois, ce qu'on a craint en 2014, ce qu'on a craint même dès 2012, et ça se reflète tout à fait dans le rapport de l'inspection générale des patrimoines, qui n'ont pas finalement énormément baissé leurs moyens en faveur des archives départementales. Si vous regardez les derniers chiffres du rapport d'activité des Archives de France, vous serez étonné de voir que si les archives ont perdu en termes budgétaires, eh bien, ça n'a pas été du tout dans la proportion qu'on craignait en 2012-2014. Et même au contraire. Moi, j'ai le sentiment que dans nos départements ruraux ou semi-ruraux, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres, mais les archives, plus que jamais, sont devenues un outil de la politique du département, un outil de l'identité du département. Et aujourd'hui, il nous a demandé, bien plus qu'auparavant, de jouer notre rôle d'outils de construction justement identitaire, hein, au sens identité du territoire. Je te rejoins tout à fait, dans le sens où quand je disais qu'il fallait partir justement de l'étude des territoires, voilà, et il est bien clair que quand je vais arriver dans l'Aude, je ne vais pas essayer de mettre en place ce que j'ai fait dans les Yvelines, c'est clair, voilà. Et je partage tout à fait cette idée-là, et du coup, l'idée effectivement d'un modèle unique national, doit être effectivement remise en question. Il y a des endroits, je pense, où l'échelon départemental est absolument pertinent de nos jours et continuera à l'être. Hein. Je pense notamment aux départements ruraux, hein, auxquels tu faisais allusion. Mais par exemple, si je reviens sur les Yvelines, je rappellerai que dans les Yvelines, il y a une intercommunalité de 450 000 habitants, une autre de 227 000 habitants. Donc vous ne pouvez pas effectivement traiter ce département-là sur le même plan que l'Aude, où la ville la plus importante a 53 000 habitants, c'est Narbonne. Voilà, c'est même pas le chef-lieu de département. Vous voyez. Donc je crois que effectivement, ce que tu disais, Isabelle, c'est tout à fait juste. Il y a certains départements où même parmi les plus pauvres, hein, où la fonction archive est toujours reconnue et portée au plus haut niveau quand même. Ce qu'on peut peut-être ajouter simplement, c'est qu'il faut prendre en compte le maillage des services d'archives dans les différents départements. Il est prodigieusement divers. Hein. Dans mon département de Saône-et-Loire, 0 service intercommunal d'archives, 2 services municipaux d'archives sur 577 communes tout de même. Hein. Et la Saône-et-Loire n'est pas une exception. C'est la situation. Regardez encore une fois le rapport du SIAF, 100 services d'archives communaux et intercommunaux qui répondent. Je veux bien penser qu'il y en a un certain nombre qui ne répondent pas, mais tout de même, c'est ça aujourd'hui la réalité archivistique française. Hein. Un service intercommunal et 53 services communaux d'archives, effectivement. On est bien d'accord, donc bon, je suis évidemment complètement d'accord avec ça. Nous, on n'a fait ni vraiment une fusion, ni vraiment une mutualisation, puisqu'on a aujourd'hui un service qui est compétent sur 2 départements, mais ce département a été créé pour l'occasion, si j'ose dire. Donc on n'a pas le même, enfin, on n'a pas eu ce problème effectivement d'obligation légale qui empêche peut-être d'autres projets de se réaliser. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, et là aussi ça rejoint tout à fait les propos de mes collègues, c'est que dans les archives, on est forcément héritier d'un passé très, très lourd, hein, y compris au sens très matériel. Effectivement, vous évoquiez la question du bâtiment. La question de scinder le service des archives départementales ne s'est jamais posée, à ma connaissance.
il y aurait eu évidemment énormément de problèmes à le faire, mais une des raisons, c'est que de toute façon, le département, qui était extrêmement attentif depuis longtemps à la question de ces archives, qui était dans un état, enfin, dans une situation en tout cas immobilière assez mauvaise avant l'ouverture du nouveau bâtiment, qui a eu lieu également en 2014, hein, le département avait vraiment pris à bras-le-corps un projet de construction d'un nouveau bâtiment, et évidemment, très physiquement, on se trouvait avec un service unique, un bâtiment unique, un stock, si j'ose dire, le terme est tout à fait inadéquat, mais un stock d'archives quand même assez important, et donc là où peut-être parfois les réunifications ou les fusions ont posé des problèmes, nous c'était plutôt l'inverse en fait, c'était les évolutions administratives finalement n'ont pas tant changé que ça le fonctionnement et le statut des archives départementales. Il y a eu finalement les bouleversements de l'environnement administratif ont été infiniment plus lourds que n'ont été les modifications sur le statut, sur le fonctionnement des archives qui, comme je le disais tout à l'heure, ont vu leur mission évoluer, mais dans une mesure relativement modeste. Merci pour ce premier moment d'échange sur la manière dont s'est construite la réflexion sur le territoire qui fait sens du point de vue de la gestion des archives. Je vous propose maintenant de réfléchir à la manière d'imaginer une gestion des archives à d'autres échelles, donc régionale, métropolitaine, interdépartementale par exemple, tout en préservant les acquis donc, de ce réseau territorial ancien et solidement ancré. Donc le département est un territoire bien identifié tant par les producteurs que les publics. C'est un territoire de référence du fait de son ancienneté et de sa proximité avec les usagers. Mais finalement, quel territoire fait sens dans le cadre de services d'archives fusionnés ou mutualisés? Qu'est-ce qu'une gestion métropolisée des archives? Et pour aller dans la voie d'une analyse prospective, on peut même essayer de réfléchir à quelle gestion, sans que le département existe au niveau administratif, quelle gestion pour les archives. Donc à vous la parole. Avec en fond la question de qu'est-ce que c'est un service de proximité finalement ici. Voilà. Alors, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui comme ça proposer des solutions clés en main, toutes faites. Moi, je pense qu'il faut développer la réflexion en ayant à l'esprit d'abord qu'il faut sortir des cadres existants, parce que sans sortir des cadres existants, même s'ils existent toujours, hein, je veux dire, mais sans sortir des cadres existants, si on n'en sort pas, on va s'interdire tout un tas de propositions, d'idées, etc. Alors, je sais que c'est un exercice qui est très difficile à faire, et notamment pour nous, puisque, comme on l'a souligné depuis ce matin, on vit dans un système qui existe, je dirais, dans ses grandes lignes depuis la Révolution française. Donc, voilà, on a un peu de mal à s'en sortir, notamment le sacro-saint CST, la sacro-sainte compétence, voilà, que peut-être à tort, hein, on défend d'une manière assez jalouse. Et justement, je disais tout à l'heure que cette compétence, il faudrait peut-être essayer de l'envisager non pas d'un bloc, mais essayer de voir comment on peut la partager, hein, et comment on peut l'appréhender au travers peut-être de partenariats ou de délégations. Je citais tout à l'heure le cas des intercos de 450 000 et 225 000 habitants. Il y a peut-être moyen voilà, de travailler avec elles en leur déléguant des parties de compétences sur les communes qui composent ces intercos. Bon, ça c'est peut-être une idée à travailler. Je disais aussi tout à l'heure que pour les Hauts-de-Seine et les Yvelines, on avait choisi comme vision pour nos futures archives départementales d'être les garants d'un écosystème d'accès commun. Je pense qu'il faut penser aussi à bien distinguer les objectifs des moyens, d'accord ? On parle généralement des 4 C dans les missions. Pour moi, il y a une mission, c'est l'accès, garantir l'accès. Le reste, ce sont des moyens d'y arriver. Donc, c'est réfléchir, voilà. Et les moyens, voilà, il faut voir aussi comment on les partage aussi, comment on met en place des partenariats pour... voilà. Et ces partenariats, ils peuvent être à échelle tout à fait différente. On peut faire intervenir, du coup,
les différents niveaux de collectivité. Et puis, je crois aussi qu'il faut repenser la relation à l'État. Alors, je parlais tout à l'heure déjà de l'aspect politique, comment voilà, l'État se positionne. Alors, il a très gentiment délégué la compétence au début des années 80, mais pas complètement. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec mon préfet, Monsieur Morvan, qui a été directeur général des collectivités territoriales au ministère de l'Intérieur, et qui, comme moi, pense que la décentralisation des archives, elle est ratée. Voilà. Elle est ratée parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion, on n'est pas allé jusqu'au bout de la mise en œuvre. Donc repartir peut-être sur ce qui a présidé à l'époque au choix de l'État de déléguer cette compétence au département. Alors c'est pas évident parce que j'avais essayé de faire une petite note pour mon DGS sur le sujet et j'ai pas trouvé grand-chose sur les raisons qui ont présidé à ce choix. Je suis allée chercher des grands témoins qui étaient pas non plus forcément toujours au courant. Donc c'est pas toujours évident de savoir pourquoi l'État, à l'époque, a délégué cette compétence au département. Mais il fallait peut-être aller jusqu'au bout. Donc repenser cette articulation, cette relation à l'État, et notamment aussi ça a des conséquences sur les pratiques, puisqu'on parlait tout à l'heure de collecte. Olivier a évoqué la question de la dévolution numérique du cadastre, enfin des matrices cadastrales. Alors c'est moi je ne sais pas si je l'ai inventé, ce terme de dévolution numérique, qui est complètement, qui pour moi est une chose assez stupide. Voilà. Au lieu de travailler sur l'accès, on balance les données numériques, on les disperse, alors que c'est quelque chose qui est produit à un échelon central, qui devrait être conservé et géré à un échelon central. Voilà. Donc repenser cette articulation avec l'État, où aussi on se trouve à une espèce de réceptacle de données, mais on n'a pas notre mot à dire sur la manière dont les choses se passent, etc. Voilà. Donc j'ai peut-être été un peu brouillonne, mais je pense que il faut sortir des cadres existants, repenser les choses, reprendre les différents niveaux de collectivité et voir, comme disait Isabelle, la réalité, c'est la diversité. Et que il n'y a pas pour moi un seul modèle qui peut faire loi, mais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de dégager quelques scénarios, voilà, dont les collectivités pourraient s'emparer et du coup derrière organiser. Voilà. Et pour l'État, voilà, revenir un peu sur ses positions un peu rigides et repenser les textes et puis travailler sur donc les moyens et revoir le fameux contrôle scientifique et technique. Voilà. Alors bon, j'ai beau être agent de l'État, je pense qu'il peut être exercé par d'autres personnes que des agents de l'État. Hein. Chez moi, c'est pas moi qui le fais très clairement, hein, parce que ça aussi c'est une réalité qu'il faut dire. Hein. Le CSET, dans la plupart des départements, c'est pas les agents de l'État qui le font, ce sont les agents territoriaux. Merci Soisic Ménager, merci Anthony Rigaud, voilà, de mon équipe qui font le boulot pour moi. Voilà. Hein. C'est l'agent de l'État qui signe, comme est en train de le dire Damien, mais voilà. Donc là, je dirais qu'il y a des, comment dire, voilà, des états de fait, des situations plus ou moins cachées, mais qui font aussi que les départements de temps en temps se révoltent, comme le mien, hein, qui dit voilà, Madame Martinez, vous direz à votre directeur des Archives de France que je vais mettre les archives de l'État sur le trottoir. Bon, il ne l'a pas fait, bien sûr, c'est une provocation, mais là, ils sont bien conscients du fait qu'ils payent pour l'État aujourd'hui. Voilà. Et que le rapport des forces ayant changé, avec la décentralisation et le rapport de force politique aussi, je pense que voilà, ça c'est aussi des éléments de contexte qu'il faut prendre en compte. Moi j'ai trop parlé. Oui, j'irais tout à fait dans le même sens. Dans une vision peut-être un peu idéalisée, on pourrait dire que jusqu'à une période récente, toutes les facettes de nos actions concordaient dans un cadre relativement maîtrisable, hein, qui était celui du département. On avait un public implanté localement, des services implantés localement, on faisait la collecte localement, etc. C'est vrai que depuis 10 ans, depuis l'irruption des technologies numériques, notre public, il est à la fois très local et très éloigné, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Si je prends mon exemple, on a même nous un double, même au niveau local, un double positionnement très distinct. C'est-à-dire que
autant nous pouvons avoir un rôle en termes d'action culturelle par rapport au département qui n'est pas, qui n'a pas un nombre d'acteurs culturels majeurs, autant on n'existe pas du tout dans la métropole, qui est au contraire très riche d'un très grand nombre d'acteurs culturels. Donc rien que de ce point de vue-là, on a déjà un positionnement complexe. On a tout le public éloigné par le biais de l'accès numérique en ligne, etc. Et au niveau de la collecte et du contrôle, c'est pareil. C'est-à-dire que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, les services régionaux. On a quand même les services départementaux qui restent, certains d'entre eux, quelques-uns en tout cas, qui demeurent. Donc on exerce ce contrôle scientifique de proximité. N'oublions pas que petit à petit, l'administration de l'État se délocalise. Elle ne fait pas que se déconcentrer, elle se délocalise. Dans un département comme le mien, nous avons un certain nombre d'établissements publics ou de services administratifs nationaux dont on ne sait pas très bien, ou en tout cas on a parfois un peu de mal à savoir sur qui repose la responsabilité du suivi des archives et éventuellement de la collecte. Est-ce que c'est l'administration centrale? Est-ce que c'est nous? Nous, on a des exemples un peu moins prestigieux, mais voilà, c'est vraiment une multiplicité des échelles qui est vraiment intéressante. Mais alors, dans ce contexte-là, on peut se dire comment est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on améliore un service de proximité dans le domaine des archives. Alors, service de proximité vis-à-vis des producteurs. Donc là, ça nous amène sur le contrôle scientifique et technique, qui est un service de proximité actuellement, relative proximité, sur la collecte, sur la conservation et sur la communication, puisque ce sont les quatre branches qu'il faut prendre en compte. Alors, il me semble que sur le contrôle scientifique et technique, finalement, qui que ce soit qui l'exerce, il faut qu'on l'exerce dans les mêmes cadres. Il faut qu'il soit exercé dans les mêmes cadres. Qu'est-ce qu'on doit attendre d'un contrôle scientifique et technique? Là, en la matière, la proximité, elle joue vraiment son rôle. J'en veux pour preuve ce qui se passe chez nos voisins, dans les autres secteurs culturels, les musées, l'archéologie. Le contrôle scientifique et technique, il est exercé depuis la DRAC, dans des régions qui aujourd'hui ont les tailles qu'on connaît. Comment exercer un contrôle scientifique efficace dans ces conditions? C'est absolument impossible, quelle que soit l'expertise et l'intelligence de nos collègues. Aujourd'hui, on a la chance, je dirais, d'avoir un contrôle scientifique qui effectivement s'exerce, on va dire, à moins de 2 heures, 2 heures de route de nos producteurs. Donc ça fonctionne pas mal. S'il est intelligent de le diffuser dans des niveaux infradépartementaux, faisons-le effectivement, n'hésitons pas et encourageons le Code du patrimoine à le faire dès lors qu'on a des cadres communs. Hein, voilà. Pour ce qui est de la collecte et de la conservation des archives, moi je constate, je pense que tous les archives départementaux pourront dire la même chose, qu'il y a de plus en plus une réticence des maires, des présidents d'intercommunalité à se dessaisir de leurs archives historiques, à se dessaisir de leurs archives patrimoniales. On a bien le sentiment que la collecte et la conservation des archives, c'est stratégique pour eux, en réalité. Hein. C'est symbolique, c'est stratégique. On le dit depuis toujours, mais vraiment, c'est une réalité. Alors là aussi, je me dis, bon, ce sacro-saint dépôt obligatoire des communes de moins de 2000 habitants, bah, peut-être que Christine ne sera pas d'accord, mais je continue. Tu dis non. Oui, alors ce dépôt, bon. En tout cas, dans la tête de nos collègues archivistes départementaux, il faut le faire, quoi, parce que les communes ne sont pas en mesure de. Bon, là aussi, un département A, il sera tout à fait dans une situation tout à fait différente d'un département B, mais il faut là aussi s'adapter aux situations locales. Et notre rôle, me semble-t-il, au niveau départemental, c'est d'aider les collectivités infra à se développer. Pas forcément en créant tout un service d'archives, c'est bien évident, mais d'une manière ou d'une autre,
les aider à prendre leur part et à être responsabilisés dans le domaine de la conservation archive. Voilà. Pour ce qui est de l'accès, aujourd'hui, là aussi, Damien le disait, l'accès physique est marginal. C'est ce qui peut expliquer que dans certains départements ruraux, et là on peut citer les Hautes-Alpes, notre ancien collègue Gaël Chenard ait pensé carrément à faire une salle de lecture virtuelle. Voilà, s'adapter à la situation. Rejoindre Gap, il a constaté que c'était compliqué. Bon, ben, les archives iront aux lecteurs si les lecteurs ne viennent plus aux archives.